Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Il est convaincu qu'une réforme du système éducatif en Afrique pourrait bien trouver une solution durable au problème de chômage chez les jeunes. Du haut de ses 30 ans d'expérience en informatique, il présente son domaine d'activité comme la clé de l'émergence du continent africain. Ingénieur réseau, système et cybersécurité, directeur général d'IPNET Institute of Technology, Pao Batana est notre invité sur ce plateau. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Métier porteur et d'avenir, le numérique, paru aux éditions Continent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, c'est à moi de vous dire merci pour m'avoir invité ce matin sur votre plateau. Monsieur Batana, en quoi était-il important de consacrer votre plume à la parution de cet ouvrage? Merci. Alors, c'est qu'il est en train de s'opérer de très grands changements, des changements plus importants que la révolution industrielle. Donc, il y a 4 raisons principales. D'abord, d'après le rapport du Forum économique mondial sur la période 2020 à 2025, sur les 20 métiers les plus demandés au monde, 11 seront des métiers en informatique. Il fallait que j'explique aux jeunes, aux diplômés sans emploi, c'est quoi les différents métiers, les compétences, les prérequis et puis les débouchés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les pays africains ont de plus en plus de pays africains construisent sur leur propre sol l'équivalent de la Silicon Valley. Leur propre Silicon Valley. Le Togo aussi ambitionne d'en construire. Même lorsque le Togo même n'a pas encore construit, ça ne change pratiquement rien à la chose parce que dans les Silicon Valley qui sont en train d'être construites, la compétition sera continentale. C'est-à-dire il va y avoir des entreprises privées là-bas qui vont recruter. Donc les Togolais iront compétir là-bas avec les Kenyans, les Sénégalais, les Ivoiriens et tout ça. Donc il faudrait que les jeunes comprennent à partir de maintenant, même depuis le cours primaire, comment se préparer pour être prêt à cette nouvelle opportunité. Troisièmement, il y a récemment l'intelligence artificielle qui a fait son apparition dans le monde et ça change complètement tout dans le système d'enseignement. Ça veut dire que désormais, tout jeune en situation d'apprentissage devrait avant tout et d'abord apprendre à se servir correctement de l'ordinateur et des outils qui facilitent l'apprentissage. Il faudrait aussi donc expliquer aux jeunes pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable de maîtriser l'outil informatique dès au plus tard la classe de 6e. Ensuite, en informatique, c'est vrai, l'informatique est un domaine qui évolue 2,5 fois plus vite que n'importe quel autre domaine dans le monde. Ça, c'est connu depuis longtemps. Mais une chose nouvelle, c'est qu'actuellement, les choses vont encore plus vite qu'avant. Et ça, il devient nécessaire de former les créateurs de postes dans les universités pour augmenter l'employabilité des jeunes. Il vaut mieux donc former, à défaut de former des entrepreneurs, il vaut mieux former des créateurs de postes en entreprise. C'est-à-dire qu'un créateur de postes en entreprise, c'est un diplômé qui est préparé techniquement et mentalement pour qu'il arrive à la fin de son diplôme, qu'il aille voir une entreprise pour lui expliquer les problèmes de fonctionnement que l'entreprise a. Oui, Monsieur Batana, nous allons décrypter toutes ces 4 raisons, mais avant, vous avez fait préfacer votre ouvrage par Alpha Barry, qui est le PDG de Atos Afrique. Une caution indéniable de son contenu. Ah oui, pour Atos, c'est une entreprise, c'est la 3e firme informatique en France, qui emploie 110 000 personnes dans le monde et qui est présente dans 72 pays dans le monde. Et donc, le PDG de la branche Afrique, c'est lui qui a signé la préface. Donc, c'est une caution de... enfin, ça veut dire que le livre ne raconte pas n'importe quoi. En plus, il existe une convention de partenariat entre Atos et IPNET Institute of Technology, ils nous recrutent nos diplômés et en retour, ils nous formulent les exigences en termes de compétences techniques et transversales que les diplômés doivent avoir dans tel ou tel domaine informatique. Et donc, c'est lui qui a préfacé. Et votre ouvrage est un guide pratique pour les apprenants. Alors, une question toute simple, qu'est-ce qu'un jeune doit connaître en informatique, de la 6e jusqu'en terminale? Alors, dans mon livre, je propose 9 cours de 40 heures chacun, de 6e en terminale. Mais ces cours-là peuvent être, idéalement, pour les gens qui veulent faire l'informatique à l'université, c'est 9 cours, plus un autre cours d'1 jour et demi. On peut les regrouper en 3 catégories. La première catégorie, c'est la formation de base. Il y a le cours d'initiation informatique. D'accord, ça comporte Windows 10 ou Windows 11 avec Word, Excel, un peu de PowerPoint et Outlook. Comment envoyer les messages avec Outlook. Ça. Et le deuxième cours, c'est
un niveau plus avancé dans la maîtrise de Windows 10. Ok. Et le troisième cours, c'est un cours qui vous permet de passer un examen international pour dire que vous êtes prêt pour utiliser Internet sans risque de sécurité pour vous-même. C'est un cours de 1 journée et demie. Alors, ça, c'est la première catégorie. Ensuite, il y a les cours de développement, la programmation informatique. Donc, pourquoi la programmation informatique pour les collégiens et lycéens? Au Kenya, les gens font la programmation informatique dès le cours primaire. C'est que c'est des activités qui permettent de développer la créativité et l'innovation. Même on peut être en série littéraire, on doit pouvoir apprendre à programmer un ordinateur. Ce n'est rien d'extraordinaire, tout le monde peut le faire. Donc, les cours de programmation. Ensuite, la troisième catégorie, c'est des cours plus avancés pour des jeunes qui sont extrêmement ambitieux ou qui envisagent d'entreprendre des études dans le domaine des sciences, technologies, puis ingénierie au niveau de l'université. Là, ils doivent avoir des connaissances. Alors, le précédent groupe, c'est un peu de cours sur la programmation et puis comment les connaissances basiques sur comment construire les sites web. D'accord. Ensuite, bon, donc pour la troisième catégorie, c'est les jeunes qui sont très ambitieux, qui veulent apprendre, qui veulent faire des études scientifiques, technologiques ou ingénierie à l'université. Et là, c'est des cours. Alors, il y a un cours beaucoup de pays font pour les terminales C. Donc, il y a ce cours-là dedans. Ensuite, un cours sur la connaissance basique en réseau. D'accord. Et puis, un cours avancé, un cours dépannage informatique. Voilà, en gros, les cours que nous proposons aujourd'hui. Et vous lancez un appel dans votre ouvrage. Il faut doter nos collèges et lycées de professeurs de mathématiques et physique qualifiés et en nombre suffisant. Est-ce que le tableau actuel vous semble sombre? Oui, je pense en 2017, il y avait, je crois, 36 000 candidats au bac en série scientifique. Et un an plus tard, il y avait quoi, je crois, 23 000 ou quelque chose comme ça. Donc, en une année seulement, je parle de 2017, de 2017 à 2018, on est passé de, je crois, 36 000 candidats au bac à 28 000, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus des chiffres exactement. Ça, c'est une débâcle. Parce que certainement, on n'a pas de bons professeurs. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pratiquement pas de professeurs de maths et de physique. Et alors que certaines branches très très poussées d'informatique demandent quand même un niveau d'abstraction mathématique très élevé. Donc je pense que les gouvernements ont quand même compris et que des mesures vont être prises pour... on ne peut pas industrialiser un pays sans les scientifiques. Alors oui, vous parliez au début de vos propos de la nécessité de former des entrepreneurs et intrapreneurs, oui, c'est-à-dire des créateurs de postes en entreprise. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez mis votre plume à l'apparition de cet ouvrage et vous le développez à la page 40. Oui. Alors dites-nous exactement les entrepreneurs ou les intrapreneurs qui doivent être des créateurs de postes en entreprise. Alors, donc, en fait, en informatique, on peut pour former les entrepreneurs, en réalité, soit des universités, et puis il y a des universités, des entreprises spécialisées qu'on appelle les incubateurs de start-up. Eux, leur but, c'est de prendre les diplômés très doués pour les former, pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Et l'incubateur devient un actionnaire dans les entreprises qui se créent par les gens qui l'ont formé. D'accord. Ça, c'est comment former, c'est un des moyens pour former les entrepreneurs. Mais maintenant, ce que nous disons, c'est qu'au niveau des écoles, il faut que, parce que comme les choses évoluent tellement vite, de moins en moins d'entreprises en Afrique seront capables de faire une description de poste pour dire j'ai tel problème, je veux telle profession pour venir me le régler. Parce que les choses évoluent tellement vite que c'est plutôt les jeunes qui ont le potentiel, ils ont le temps, ils ont l'énergie, qui peuvent se renseigner. Vous êtes dans une formation en licence, vous devez être formé pour qu'à la sortie, vous approchiez les entreprises pour leur dire, écoutez, vous avez tel problème, moi je suis une solution à ça, si je viens vous le régler, voilà ce que vous gagnez. Ça, c'est ce que j'appelle un créateur de poste en entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'un emploi soit annoncé quelque part pour aller concourir. Non, il faut prendre les devants parce que la raison, c'est que les choses évoluent tellement vite que je dis aux jeunes que de moins en moins d'entreprises, au fur et à mesure que les années vont passer, de moins en moins d'entreprises seront capables de décrire, de faire une description de poste pour dire que, bon, évidemment, les entreprises comme Atos et tout ça, le problème ne se pose pas parce qu'elles savent exactement. Mais quand vous prenez les PME, les gens n'ont pas le savoir-faire nécessaire pour décrire tous les... Et pourtant, le besoin est là. Vous comprenez? Donc, oui, c'est ça. Il faut que le jeune diplômé maintenant soit formé mentalement et techniquement pour qu'il, à la fin de sa formation, au lieu de demander
un stage de perfectionnement qui est un aveu d'incompétence, d'accord, il vaut mieux d'aller qu'il présente une offre à l'entreprise. Tout à fait. Alors oui, Monsieur Batana, vous présentez aussi, et là je vous cite, ces jeunes qui étonnent déjà le monde par leur dévouement à l'excellence. Et il y a un d'entre eux qui est titulaire de 32 certificats professionnels internationaux. Une façon de nous dire qu'ils ne peuvent pas chômer. Et je vais vous dire, actuellement, ces jeunes-là, il y a 3 parmi eux, la formation devait finir en juillet, mais déjà en mars, ils ont été récupérés par une entreprise. Et en général, beaucoup d'entreprises compétissent, courent derrière eux. Hier seulement, j'étais avec un partenaire qui me demande d'envoyer une liste de 28 candidats pour qu'ils les recrutent en stage, 28 en cybersécurité, en cybersécurité, 28, je vous parle seulement de là, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, mais 28. Donc actuellement, dès que je sors d'ici, je vais publier un communiqué dans le groupe des étudiants, des diplômés et des gens qui sont en troisième, qui viennent de finir, ou bien les anciens. J'ai besoin d'envoyer une liste de 28 candidats en cybersécurité pour qu'on puisse les recruter, et parmi eux, il y en a qui vont être retenus. Alors, Monsieur Batana, vous parlez aussi des hubs d'innovation en Afrique qui sont certes embryonnaires, mais qui, selon vous, vont doter la création d'emplois de qualité pour les jeunes en Afrique. Alors, voilà ce que les pays africains sont en train de faire. Donc, le Sénégal a ouvert sa Silicon Valley qui s'appelle le PTN, Parc de technologie numérique de Diamniadio. La Côte d'Ivoire a ouvert son VITIB à Grand Bassam. Le Bénin a lancé son projet, ça s'étend sur 350 hectares, ça s'appelle Semer City. Au Rwanda, on a lancé Kigali Innovation City. Au Kenya, c'est Konza Technology City. Tous ces projets-là aussi entre la création de 50 à 100 000 emplois d'ici à 2030, d'ici 10 à 15, 20 ans, d'accord, selon les pays. Entre 50 000 et 100 000. Je pense que la fonction publique au Togo, ça doit tourner autour de 150 000 employés de l'État. Mais donc, si déjà au Bénin, ils envisagent la création de 100 000 emplois, c'est un projet sur 350 hectares. Qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent créer des zones franches où il y aura les entreprises informatiques, les universités de classe mondiale, les incubateurs de start-up, c'est-à-dire que les entreprises qui sont là pour prendre les diplômés très doués pour en faire des entrepreneurs, et les usines aussi. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on veut régler le problème de nos pays dans 6 secteurs. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'économie, enfin l'action gouvernementale, les finances les finances. Je reprends, c'est-à-dire qu'il y a la santé, l'agriculture, l'éducation, et puis maintenant les finances, l'action gouvernementale et puis le commerce. Voilà les 6 secteurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer les 6 secteurs-là. Donc on veut sortir des professionnels qualifiés pour développer ça. Ensuite, comme les autres pays ont une population qui décroît, les pays africains aussi voudraient avoir des entreprises qu'on appelle les centres délocalisés de développement d'application qui vont donc prendre les projets à l'extérieur et comme c'est nous qui avons la jeunesse, ils vont développer ces projets-là et retourner les résultats là-bas. D'accord? Donc c'est ça le schéma. Donc, on dit que pour définir des curricula à l'université, il faut savoir où on veut amener le pays. En informatique, on sait où est-ce qu'on veut aller. Et donc c'est ça qui détermine les curricula depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Et c'est pour ça que vous insistez sur la nécessité de reformer notre système d'enseignement. Monsieur Batana, nous n'avons pas assez de temps pour cet entretien, mais pour finir, je reprends une de vos pensées. Oui. On peut être pauvre, mais propre et ordonné. C'est vous qui le dites dans votre ouvrage. Et il y a des éléments qui vous renseignent sur la qualité du système éducatif d'un pays lorsque vous y trouvez. Alors, développez-nous en quelques secondes. Vous savez, comme je le disais, j'ai l'habitude de le dire, le Forum économique mondial dit que pour former une personne... En quelques secondes. Pour former une personne, il faut développer les aptitudes et compétences, les valeurs et attitudes, et puis les connaissances. D'accord? En réalité, la partie la plus défaillante dans le système d'enseignement en Afrique, c'est la partie valeurs et attitudes. Moi, quand je me déplace d'un pays africain à l'autre, quand j'arrive dans un pays pour savoir si le système éducatif est de bonne qualité, je regarde l'ordre et la propriété le long des rues et dans les marchés. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que ça résume tout. Merci, ça résume tout. Merci à vous, Monsieur Paou Batana, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Métier porteur d'avenir, le numérique, paru aux éditions Continent. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci beaucoup.